Sur Espace TV, on a parlé tantôt, on va parler cybersécurité en Afrique. Un Guinéen dans le top 25 des acteurs influents. Il s'agit de Dr Thierno Bari. Lui et 24 autres Africains ont été sélectionnés en raison de leurs compétences, leur rigueur et leur engagement à renforcer le cyberespace africain. Il est en direct chez les Grandes Gueules, Mohamed Mara. Docteur Thierno Bari, bonjour. Bonjour. Oui, merci d'être disponible pour nous depuis Cambridge, c'est en Grande-Bretagne. Alors, la semaine dernière, on a eu cette très belle surprise en tant que Guinéen, cette fierté de voir l'un des nôtres, après un parcours élogieux au niveau de beaucoup d'autres structures, de beaucoup d'autres entreprises internationales, arriver parmi les 25 personnalités les plus influentes dans le domaine de la cybersécurité en Afrique. Alors, primo, j'ai envie de savoir qui est d'abord Dr Thierno Bari pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que vous me recevez bien, parce que moi, je reçois un mot sur deux de ce que vous dites, mais j'ai compris la question. Donc, je suis Dr Thierno Bari, comme vous l'avez introduit. Je suis... on me qualifie souvent de hacker éthique pour faire le contraste avec les cybercriminels. Donc nous, on est dans ce métier-là pour aider les entreprises, les États à améliorer leur système de sécurité et à se protéger sur Internet, à protéger les infrastructures publiques et privées. Et donc j'ai plusieurs expériences dans ce milieu-là, dans de grands groupes internationaux, à la fois dans le domaine du hacking offensif, c'est-à-dire dans les attaques, et puis dans la défensive également. Donc voilà, vous avez rapidement introduit ma biographie, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, je suis plutôt concentré sur la promotion de la cybersécurité en Afrique, et ça, je le fais à travers diverses initiatives. Donc on a... Oui, Dr Bari, ouais. Alors, c'est déjà très bien, ça nous rassure de voir qu'un Guinéen, justement, travaille sur les questions de cybersécurité sur notre continent. Dites-nous, grosso modo, quel est le visage que présente l'Afrique? J'imagine qu'on est à des niveaux divers selon les pays, mais un pays comme la Guinée, quel est l'état de sécurité d'un pays comme la Guinée sur le plan aujourd'hui de la cybersécurité? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cybercriminalité, qui est tout ce qui est criminalité dans l'espace cyber, dans l'espace Internet, donc cette activité est devenue aujourd'hui l'activité la plus lucrative dans le monde en termes de... C'est même plus que la vente de drogue et tout ce qui est trafic, que vous savez. Et l'Afrique, comme vous posez la question sur l'Afrique est devenue le terrain de prédilection de ces criminels-là qui exploitent particulièrement le manque de maturité des entreprises, des citoyens, de nos gouvernants, parce qu'on parle souvent de numérisation. Donc on a une numérisation qui est plutôt galopante et souvent pas très bien maîtrisée. Donc c'est ce qui fait que l'Afrique est particulièrement ciblée. Vous avez vu ce qui s'est passé aussi au niveau de la CAF, on ne va pas revenir là-dessus. Leur site internet était vulnérable, on était capable de voler clairement les tickets d'entrée. Donc on estime aujourd'hui pas loin de 5 milliards de dollars le coût de la cybercriminalité en Afrique. Et donc dans le cas de la Guinée, par exemple, force est de constater que ces problématiques ne sont pas prises en compte vraiment au sérieux, on va dire à l'échelle des décideurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, avec quelques membres de l'association dans laquelle je suis, on essaie de faire de la promotion de cette activité-là à travers le forum qu'on organise chaque année. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler, donc je pense que un de vos représentants avait couvert le forum qui s'est déroulé en décembre dernier. Donc voilà, c'est pour résumer, non, ce sont des problématiques qui ne sont pas vraiment adressées et pourtant le sujet est réel. On voit des attaques tous les jours, on voit des entreprises qui partent en faillite parce que leur système est complètement inexploitable maintenant, et ou des utilisateurs qui se font pirater, se font voler de l'argent, ou des gouvernants qui se font espionner. Aujourd'hui en Guinée, c'est une passoire totale. On peut écouter n'importe qui, il y a aucun système de protection, et je dis ça sachant que bon, il y a quand même quelques autorités qui essaient de faire quelque chose, mais on en est vraiment loin. Bien. Docteur Thierno Bari, hacker éthique, allez-y Roby pour votre question. Docteur
Barry, ce que vous dites est tellement vrai que j'ai l'expérience. Hein. J'ai un ami, je ne vais pas dévoiler sa nationalité. On était assis à Conakry dans un coin. Il s'est introduit dans le système informatique d'une banque. Permettez-moi de ne pas non plus dévoiler la nationalité de la banque. Et il a dit que c'était extrêmement facile. Donc, je veux revenir un peu à l'étymologie du mot hacker éthique. Parce qu'un hacker, généralement, c'est celui qui s'introduit de manière frauduleuse dans le système informatique d'une entreprise, etc. Est-ce que vous, puisque vous parlez de cybersécurité, vous parlez d'alerte et de solutions trouvées, est-ce que vous, avant de vous introduire, par exemple, dans le serveur d'une entreprise pour voir s'il y a défaillance ou pas, vous avez le quitus de l'entreprise? Si ce n'est pas le cas, dans quelle position exacte êtes-vous? Non, je veux qu'il me réponde, Madame Miro. C'est le spécialiste. Allez-y, docteur. Oui, alors, comme j'ai dit au début, je vous entends très mal, mais j'ai compris les mots-clés, je pense, de la question qui m'a été posée. Alors, nous, effectivement, pourquoi je parle de hacker éthique? Parce que hacker éthique et pas éthique, ils ont souvent la même formation. C'est un peu comme un militaire qui se met à cambrioler, en fait. Donc, ils utilisent les mêmes techniques que le militaire qui va défendre le pays. Donc nous, on est éthique dans le sens où, effectivement, on intervient dans un cadre très bien délimité. Par exemple, je suis le président d'une boîte de consulting qui s'appelle Africhir, très présent en Guinée. Et quand on vient voir des entreprises, il y a un accord qui est signé d'abord, il y a le périmètre qui est défini, on nous explique et puis on sait ce qu'on est capable, ce qu'on est autorisé de faire. On commence par faire un état des lieux pour voir, c'est un peu comme quand vous allez voir un médecin, vous faites un diagnostic, le bilan pour savoir un peu de quoi vous souffrez. On commence par faire un état des lieux et puis après on vous explique, ok, si moi j'étais un hacker méchant, voici ce que je pourrais faire pour compromettre votre système. Alors, il va falloir corriger, il va falloir faire ça. Par exemple, si je travaille avec Espace... Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Maintenant, le choix des entreprises, est-ce que vous faites le choix à la volée ou vous faites quand même des petits essais avant d'aller voir l'entreprise pour proposer éventuellement des sécurités? Est-ce que vous découvrez des failles avant de proposer des services? Voilà. Alors, dans le cadre de mon entreprise, on ne se lance pas comme ça dans le vide. C'est vraiment, il faut nous engager pour qu'on le fasse. Maintenant, il y a des autorités. Normalement, dans un pays bien un peu sérieux sur ces sujets-là, par exemple, si on a une autorité en charge de ce sujet-là, ils peuvent, de manière complètement arbitraire, aller chercher des failles dans d'autres systèmes considérés critiques dans le but de signaler et ensuite les corriger. Donc alors, dans un hobby, il y a pas mal de chercheurs en sécurité qui le font par hobby, qui peuvent aller chercher des failles sans autorisation, et une fois qu'ils les trouvent, ils viennent de façon très réglementée les signaler et suggérer des corrections. Donc ça se fait aussi. Maintenant, c'est quand même une filière assez encadrée et on ne peut pas faire... Même si je trouve une faille sur un système, je n'ai pas le droit de le divulguer pour que quelqu'un d'autre ne l'utilise pas. Bien. Allez-y, Mohamed Ali. Alors, docteur, cas pratique. Je suis ministre de la République d'un pays. Depuis 2 mois, je me connecte avec le VPN. Quels sont les risques que j'encours? Alors, j'imagine que vous parlez de la Guinée. VPN gratuit, évidemment. Mais, alors, c'est une question vaste. Le VPN, en soi, il est... Dans le cas de la Guinée, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est vraiment un VPN et pourquoi on a inventé cette technologie. Dans le cas de la Guinée, on l'utilise pour contourner les censures. Mais ce qu'il faut comprendre, pour un VPN, il y a vous qui êtes connecté à un VPN et il y a un serveur VPN. C'est-à-dire c'est lui qui a conçu le VPN. Et lui, en fait, votre trafic passe par ce serveur-là. Donc, c'est un peu comme un tiers de confiance. Donc, si cette personne-là ou cette autre entité-là n'est pas digne de confiance, alors vous-même vous êtes exposé. C'est-à-dire c'est comme si vous êtes en train d'ouvrir la porte à un cyberattaquant sans qu'il ait besoin de vous hacker vous-même. Donc, il y a des risques. J'avais eu l'occasion d'expliquer un peu ça lors du forum de Conakry sur la cybersécurité qui s'est mis en décembre. Il y a des risques, mais c'est pas un risque que vous pouvez. C'est vraiment, il faut utiliser un VPN fiable. Voilà, si vous utilisez un VPN qui n'est pas fiable, vous êtes exposé à la merci. Est-ce que un VPN fiable, c'est un VPN qu'on a acheté
et pas un VPN gratuit, ou bien ça dépend des entreprises? Comment faire la différence? Alors ça, on pourrait passer 2 heures là-dessus. Moi, je suis un VPN, même si je suis dans un pays qui ne censure pas, mais je suis un VPN qui est basé en Suisse parce que je fais confiance à cette entreprise-là. Je sais qu'ils sont dans un endroit neutre, ils peuvent difficilement recevoir des pressions de la part de certains gouvernants. Donc voilà, ça c'est le choix que j'ai fait. Mais généralement, les VPN payants sont relativement plus sûrs que les VPN gratuits parce que la gratuité, tout ce qui est gratuit sur Internet, ça n'existe pas en fait. C'est vraiment, soit vous achetez le produit ou vous-même vous êtes le produit. Donc si on vous donne quelque chose gratuitement, c'est que derrière, il y a des coûts de fonctionnement et il faut bien que ces gens-là rentabilisent. Donc soit ils vont vendre vos données, soit ils vont vous envoyer de la publicité. Donc il y a des contreparties, forcément. D'accord. Alors, docteur, peut-être une dernière question en ce qui me concerne. On a tellement utilisé VPN chez nous ici, je parle de nous les citoyens, que maintenant même les VPN se bloquent. Que vous achetez ou pas, la connexion se bloque. On n'arrive plus à nous connecter suffisamment. Est-ce que c'est à notre niveau ou ce sont les bloqueurs qui ont bloqué encore un peu plus? Alors, les bloqueurs sont en mesure de bloquer un peu plus dans le sens où quand tout le monde commence à utiliser un VPN, ils vont le voir, en fait. Ils vont réaliser que, ce VPN-là, il y a ce canal-là, il y a cette adresse-là, le serveur distant où vous vous connectez, ils peuvent le traquer et le bloquer. Maintenant, en fait, pour vous faire comprendre un peu ce que c'est vraiment un VPN, juste pour, je prends 1 minute 30 secondes pour vous expliquer. Un VPN, c'est comme si vous devez envoyer un courrier par la poste, vous devez envoyer un courrier à l'étranger, et que le pays dans lequel vous vivez décide de censurer tous les courriers, par exemple, qui vont en Côte d'Ivoire. Et pour contourner ça, vous utilisez un VPN qui est au Sénégal. Donc, vous envoyez votre courrier au Sénégal et ensuite, de là-bas, quelqu'un va le transférer vers la Côte d'Ivoire. Maintenant, dans un premier temps, donc, les autorités qui censurent ne vont pas savoir que les courriers qui vont vers le Sénégal sont aussi destinés en Côte d'Ivoire. Donc, au début, ça passe. Mais une fois qu'ils auront compris qu'en fait, il y a un contournement qui passe par là, ils vont faire attention, ils vont peut-être bloquer aussi les courriers qui vont aller vers le Sénégal. Donc, c'est un peu, le VPN, c'est juste un contournement. Maintenant, dans pareil cas, docteur, dans pareil cas, est-ce qu'il y a une possibilité de contourner les bloqueurs pour débloquer sans qu'ils ne puissent bloquer, en fait, puisqu'on est en matière de technologie? Est-ce que ça, c'est possible? Le contour, c'est possible. Il faut avoir un peu de compétences techniques ou se faire aider par quelqu'un qui a des compétences un peu techniques, mais clairement, oui, c'est possible. Ils n'ont pas, alors, je ne vais pas attaquer, mais ils ne sont pas assez compétents pour pouvoir vraiment bloquer de manière pure et certaine tout le trafic. Donc même le bloqueur, il n'est pas assez compétent. C'est ça en fait la conclusion de l'affaire. Donc c'est tout à fait possible de contourner. Et je pense même que le bleu. Madame Yoro, au finish, docteur, l'utilisation à outrance de ce VPN peut-il avoir une conséquence lorsque tout ça sera débloqué? Est-ce que ça peut avoir une conséquence sur le flux normal de Internet? Parce qu'on le remarque ces derniers temps, parfois l'État essaie de lâcher, mais on voit que la connexion a véritablement des problèmes. Est-ce que l'utilisation à outrance sur une longue période du VPN peut avoir des conséquences à long terme? Je suis pas sûr d'avoir entendu la question. Est-ce que le VPN a une conséquence sur le flux d'Internet lorsque ce sera levé? Ah oui, d'accord. Alors, je pense avoir compris la question, j'entends vraiment pas bien. Mais oui, clairement, en fait, le VPN consomme beaucoup plus de données. Le VPN occupe beaucoup plus de trafic. Donc oui, si tout le monde se met à utiliser le VPN, le débit de la connexion va baisser. Et donc ça c'est certain, c'est dû au fonctionnement du VPN parce qu'il a besoin d'encapsuler ce que vous faites pour que ça passe au niveau de la douane. Donc il y a beaucoup de données qui sont envoyées et effectivement ça. Docteur Thierno Bari, hacker éthique, restez donc en repérage. Nous allons vous rappeler dans la troisième partie, juste après notre écran publicitaire.
Mais aussi sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout à travers le monde. On parle cybersécurité en Afrique. Un Guinéen dans le top 25 des acteurs influents. Nous en parlions tantôt. Dr Thierno Barry et 24 autres Africains ont été sélectionnés en raison de leurs compétences, je le disais, leur rigueur et leur engagement à renforcer le cyberespace africain. Il est hacker éthique avec plus d'une décennie d'expertise en sécurité offensive et défensive ainsi que dans le renseignement électronique. Nous le recevons ce matin pour parler de son expérience et du cyberespace dans les pays moins lotis comme le nôtre. Docteur Thierno Barry est en direct. Caps, allez-y pour votre question. Voilà, alors docteur, vous aviez plus d'une décennie d'expérience dans ce monde de la cybersécurité. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une expérience particulière où votre rôle d'hacker éthique a vraiment été vraiment significatif? Juste pour être sûr, vous m'entendez, pour être sûr que je comprends la question. C'est une expérience professionnelle que j'ai réalisée dans le cadre de mon travail, ou c'est une activité que je réalise en tant qu'expert en ce moment? Oui, une activité, le disait le coach, qui vous a particulièrement marqué dans votre vie de hacker éthique. Moi, j'aimerais par exemple que vous nous parliez de ce qui a conduit à ce que vous soyez sélectionné avec 24 autres Africains. Quel travail particulier a permis de dénicher votre talent pour le mettre en lumière ainsi? D'accord. Alors, le classement a été réalisé par CyberOps, qui est une organisation pan-africaine dont l'activité principale est la promotion de la cybersécurité en Afrique. Donc, ce classement des 25 personnalités africaines ont lieu en gros, ils ont classé les personnes qui ont eu le plus d'impact et qui ont été les plus influents dans la promotion de la cybersécurité en Afrique. Et cette année, par exemple, il y a eu des ministres, des chefs d'entreprise, donc plusieurs ministres, je pense, chefs d'entreprise, des responsables de cybersécurité. Donc moi j'ai été classé dans moi j'ai une multi-casquette. Alors en tant que docteur en cybersécurité, j'ai toujours en tâche de fond une activité de recherche. Je publie beaucoup dans des grandes conférences et je fais des présentations aussi, je vulgarise. Et alors en ce qui concerne vraiment la Guinée, je fais partie d'une association qui s'appelle Guinée Cyber Security. Je suis le vice-président, je salue le président Mohamed Kaba. Et on organise en Guinée, on est à la 2e édition, le forum de Conakry sur la cybersécurité. Je pense que c'est ce forum qui a fait beaucoup d'écho au sein de la sous-région. Donc cette année, par exemple, on a eu plus de 400 participants venus d'un peu partout dans le monde, donc de la France, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Maghreb, etc. On a eu plusieurs panels, des ministres sur place, des compétitions de hacking. Ils ont vu participer plus de 50 équipes de la sous-région pour les former dans la compréhension de la cybersécurité, comment protéger nos systèmes et comment fonctionnent les attaquants, comment ils font pour nous attaquer et comment nous, on peut anticiper ça pour se protéger. Et cette année, une des activités phares qu'on a poussées, c'est le Women in Cyber, qui est une initiative spéciale qu'on a conçue pour promouvoir l'inclusion numérique des femmes dans la cyber, montrer que ce n'est pas un métier réservé aux hommes, mettre la lumière sur des femmes, des rôles modèles. On a ramené plusieurs femmes qui travaillent, qui sont pionnières dans ce domaine-là, dans le domaine de la cybersécurité. Et donc la prochaine étape, par exemple, courant 2024, on va aller dans les lycées à Conakry pour essayer de sensibiliser, pour essayer d'expliquer à ces jeunes filles que le numérique, c'est possible, que c'est un métier tout aussi facile à exercer et que c'est très reposant. On peut faire des travaux à distance, etc. Donc, il y a un certain nombre d'avantages que je pense sont assez ignorés et on va essayer de mettre ça en avant. Et on remercie la ministre Diaka Sidibé pour le soutien de cette activité-là. Ils considèrent qu'ils vont booster cette activité. Et à côté de tout ça, comme je vous ai parlé au début, donc je suis président de Artisure, qui est un cabinet de conseil basé en Guinée, qui est un des leaders sur ce sujet-là en Guinée. Et on exerce beaucoup, on accompagne des entreprises, des organisations étatiques dans la protection de leurs données, de leurs infrastructures. Et donc voilà, je pense que c'est un peu mon catalogue du personnel et c'est ce qui m'a valu. Alors coach, Caps, mon collègue posait la question, est-ce qu'il y a une touche qui vous a particulièrement marqué dans votre parcours, une activité dont vous pouvez être fier?
Évidemment que vous êtes peut-être fier de tout ce que vous avez fait, mais quelque chose qui vous a réellement marqué. Quelque chose qui va. Alors, j'ai plusieurs. Tout dépend dans quel sens la question. Alors, moi, j'ai une formation plutôt offensive, c'est-à-dire que mon boulot, c'est de trouver des failles dans le système. Et donc, ma satisfaction vient naturellement lorsque je trouve des failles dans un système. Et au cours de ma carrière, une des failles que j'ai trouvées qui m'ont vraiment, on va dire, où j'ai trouvé satisfaction, c'est une mission qu'on avait faite aux États-Unis. On travaillait pour un avionneur, pour un fabricant d'avions, je ne vais pas nommer, ils ne sont pas nombreux non plus. Et donc, on avait réussi depuis l'avion à pirater le satellite où l'avion était connecté pour avoir Internet. Et on arrivait aussi à exécuter, à prendre le contrôle des ordinateurs avec lesquels le satellite était connecté. Donc, depuis l'avion, on prenait le contrôle de certain nombre de machines et via ça, on rebondit sur le satellite et à partir de là, on retombe sur les postes de contrôle qui sont sur. Donc, c'est assez complexe à expliquer, mais peut-être que ceux qui s'y connaissent un peu techniquement verront tout de suite la complexité et la technicité de ça. Donc, moi, j'étais assez satisfait. J'ai trouvé que c'était assez concret comme faille et assez rassurant et satisfaisant. Mais bien sûr, derrière, le but, c'était justement de trouver cette faille-là et de la corriger avant qu'un méchant ne puisse faire ça et causer plus de dégâts. Donc voilà, c'est un peu la logique de ma carrière. On cherche des failles, on les trouve et on... Voilà, donc Dr Barry, dans la même lancée, vu que c'est cela votre rôle, est-ce que par exemple, on est en Guinée, on sait qu'en Guinée, il y a par exemple l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité du système d'information. Est-ce qu'il y a un lien qui existe entre vous? Est-ce que l'État guinéen vous a par exemple contacté, ou est-ce que vous avez identifié des failles sécuritaires au niveau du système d'information, au niveau de l'État? Quel est votre égard par rapport à ça et quel est votre lien, la collaboration qui existe, si bien entendu ça existe, entre vous et l'État guinéen? Alors, plusieurs questions. Donc, est-ce qu'on a identifié des failles? Oui, mais au début, je vous disais que nous sommes des hackers éthiques. Donc, l'éthique veut que quand on identifie une faille, qu'on contacte directement le principal concerné et qu'on l'aide à résoudre. Donc, on ne met jamais sur la place publique les failles qu'on trouve. Je ne vais jamais vous dire qu'il y a une faille dans ce ministère, etc. On est capable de faire ça. Donc voilà, mais la réponse est oui, on a trouvé des failles. Maintenant, est-ce qu'on collabore avec les autorités du pays? Oui, cette année, le forum de Conakry sur la cybersécurité, l'a co-organisé avec l'ANSSI, parce que c'est quand même l'autorité en charge, même si je pense qu'il manque de moyens, il manque d'expertise technique, mais ils font quand même des efforts et je pense que c'est à saluer. Donc, on a co-organisé ce forum avec eux. Et je pense qu'ils ont de la volonté, en tout cas, de pousser un peu les choses dans ce secteur-là. Mais voilà, on est vraiment au balbutiement de l'affaire. Et pourtant, le problème, il est là. Parce que c'est pas... Souvent, en Guinée, on aime bien dire que on n'est pas concerné. Parce que nous, notre problème, c'est l'eau et l'électricité. C'est vrai, on a des problèmes beaucoup plus urgents. Mais aujourd'hui, même mon grand-père, au village, il a un smartphone, il est connecté dans l'espace Internet. Et tout le monde est connecté, les banques sont interconnectées, il y a de la digitalisation partout. Donc, de ce fait, même tout le monde... Bon, Dr Barry, ce que vous dites, c'est évocateur parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes Guinéens aussi s'intéressent à la technologie. Quand on prend le Ghana, beaucoup de jeunes vont au Ghana se former, en Malaisie, en Inde, en Chine et même en Israël se former. Et après, ils reviennent en Guinée. Est-ce que l'espace cybersécurité en Guinée est réglementé? Est-ce que vous en savez par rapport à cela? Oui, il y a des tentatives, il y a un travail en cours, je pense, de la part de l'ANSSI pour avoir une stratégie nationale de la cybersécurité. Mais pour l'instant, ça reste encore sur papier. Mais voilà, il y a des débuts de quelque chose. Il y a au niveau même de la police, par exemple, une des personnes qui nous a soutenus dans notre activité, il y a un commissaire Bassirou qui nous a soutenus, qui est en charge de tout ce qui est cyber-investigation. Donc, si vous vous faites pirater, par exemple, c'est toujours possible de porter plainte et il y a des agents qui sont formés pour ça, même s'ils n'ont vraiment pas de moyens pour investiguer, mais il y a des débuts de quelque chose. Je pense que la première chose, c'est pour ça que nous on s'attaque vraiment à la constitution, c'est vraiment faire comprendre aux gens que le problème, il est là. Parce que vous ne pouvez pas vous protéger, vous ne pouvez pas prendre des mesures si vous n'êtes même pas au courant du problème. Parce
c'est ça, c'est un peu ça. C'est pas comme si je vous vole votre portefeuille, vous allez vous rendre compte. Mais si je pirate votre compte et que j'ai accès à toutes vos données, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte. Aussi, comme je disais au début, les ministères, c'est des passoires totales. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'écouter n'importe qui, le président avec son premier ministre. Il n'y a vraiment pas de prise en compte. Et on essaie de pousser pour dire attention, c'est pas parce qu'on ne représente pas grand-chose pour l'instant sur la scène internationale, mais je pense qu'une communication entre des hauts responsables du pays doit être protégée, etc. Donc on essaie de pousser vraiment cette parole-là pour que les preneurs de décision s'intéressent au sujet. Mais il y a des travaux en cours, il ne faut pas tout mettre dans la poubelle. Il y a des choses qui sont en train de commencer à se configurer. Bien. Docteur Thierno Barry, hacker éthique. Allez-y, Mohamed Mara, pour votre question. Docteur Barry, une série de questions. La première, elle est simple. En clair, à vous entendre, malgré les défis, la Guinée est un pays sûr. C'est cela? Non, pas du tout. Ah. Donc la Guinée est loin d'être un pays sûr sur le plan de la cybersécurité. Ah ben, on est plus proche de pas sûr que non, c'est pas du tout sûr, parce que en fait le problème c'est que quand il y a des dégâts en fait en termes de cyber, quand quelqu'un se fait attaquer une banque ou un ministère, on ne communique jamais en fait. Ce qui fait que les gens ne sont pas au courant. Il y a des problèmes. Quand quelqu'un se fait cambrioler, on va entendre peut-être des coups des gens tirer, etc. Mais les problèmes sont là. Moi, une partie de mon travail, c'est aussi de surveiller les entreprises qu'on accompagne, de surveiller un peu leur arrière sur Internet, voir est-ce qu'il y a du mal, il y a des gens qui attaquent, est-ce que les données... Tout ça, le manque de communication des entreprises, des banques qui se font hacker, parce que j'en sais un peu quelque chose, hein, beaucoup se font hacker en longueur de mois. Comment confondre entre un bug et un hack? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que communiquer sur une entreprise qui se fait hacker aujourd'hui fait peur à la clientèle quand on sait que la sécurité n'est pas totale. Évidemment. Ou les moyens de sécurisation ne sont pas totales. Est-ce qu'il ne se cache pas derrière cette peur-là? Et ma première question, je reviens là-dessus, comment faire la différence entre un bug et un hack? Parce que beaucoup de petites entreprises se font hacker, mais confondent avec le bug. Alors, il n'y a que la deuxième question que j'ai entendue. Je vais la répondre et peut-être vous allez me clarifier. Alors, pourquoi les entreprises cachent? Effectivement, vous avez mis le doigt sur... Parce qu'en fait, effectivement, ils ne veulent pas que leurs clients sachent que moi, si ma banque se fait hacker et que je suis au courant, je vais peut-être changer de banque. Donc, souvent, ils cachent ça. Mais une des attaques qui cible le plus les entreprises, c'est le truc qu'on appelle les ransomware. C'est-à-dire que je prends le contrôle des données et je les crypte, pour utiliser un mot populaire, et je demande une rançon. Donc la banque ne peut pas fonctionner tant qu'elle n'a pas payé 50 000 $. Donc souvent, ils payent la rançon et ils récupèrent un peu leurs données, même si ce n'est pas toujours conseillé de payer. Mais ils le font en catimini pour protéger l'image de l'entreprise. Et ça, c'est très souvent. Mais moi, par exemple, dans le cadre de mon travail, je surveille un peu ce qui se passe dans le dark web. Dark web, c'est la partie cachée d'Internet où les criminels se vendent des données. Donc vous pouvez voir là-bas un criminel dire « Ok, j'ai la totalité des données de cette banque, et je les vends à tel millier d'euros ou tel millier de dollars, et si quelqu'un veut acheter. » Donc, c'est comme ça parfois qu'on se rend compte que telle entreprise a été victime, parce que leurs données sont en train d'être vendues. J'ai 10 cartes bancaires que j'ai récupérées, je les vends à 10 € par carte, par exemple. Donc voilà. Maintenant, j'ai pas compris la première question et la troisième question, parce que j'entends pas bien. La différence entre le bug et le hacking? Alors, le bug, c'est parce qu'un système n'est pas parfait, c'est conçu par des humains. Donc, lorsqu'il y a une erreur dans le système, on dit un bug. Par exemple, vous appuyez sur le bouton, il était censé afficher ça, il n'affiche pas. Donc, il y a un bug. Maintenant, le hacking, c'est lorsque c'est pas vraiment juste un bug, c'est quelque chose qui permet à l'attaquant de prendre le contrôle. Par exemple, vous cliquez sur le bouton effectuer le virement, peut-être que le bouton ne marche pas, il y a un bug. Mais si le bouton marche, mais que je suis capable de modifier la donnée qui est envoyée, au lieu de virer 100 000, je vire 200 000, là c'est du hacking en fait. Donc c'est lorsque le cybercriminel ou le hacker a la possibilité d'utiliser le système à son avantage, là c'est du hacking. Mais lorsque c'est juste un bug qui empêche le système de fonctionner correctement, là c'est juste un bug. Mais bien. La question n'est pas... La question est intéressante parce que les deux sont... Il y a un pont entre les deux. Parfois, à partir d'un bug, on réalise un hacking, en fait. Donc, c'est une question pertinente. Bien. Allez-y, Mohamed Mara.
Alors, docteur, tout à l'heure, vous nous appreniez que malheureusement, notre petit pays était loin d'être un pays sûr. Ce qui m'inspire cette question, docteur, est-ce que le gouvernement récemment nous a dit, à travers tout ce qui se passe dans le pays, que c'était pour des raisons de sécurité, à la fois que les réseaux sociaux sont bloqués, les systèmes informatiques, en tout cas tout ce qui est lié à Internet, aujourd'hui c'est difficilement d'ailleurs qu'on y a accès. De votre point de vue en tant qu'expert, je sais que vous avez des collaborations avec le gouvernement guinéen, je ne veux pas le mettre en péril, mais de votre point de vue, est-ce que ce discours-là tient ou quelle lecture peut-on en faire? Est-ce qu'on a, l'État guinéen est obligé de bloquer l'accès aux réseaux sociaux, de restreindre Internet pour corriger des problèmes? Si c'est le cas, est-ce qu'il a besoin de 60 jours comme on y est déjà aujourd'hui? Non, je pense que l'argumentaire n'est pas convaincant. Voilà, moi j'ai habité dans des pays où Internet était censuré, mais c'est très clair. Même quand vous rentrez dans le pays, vous savez que ce site-là n'est pas autorisé parce que voilà, c'est très clair. En Guinée, moi je pense que le problème c'est le flou en fait. Les arguments que j'ai entendus ne sont pas vraiment point de vue sécurité, point de vue Haïti, c'est pas raisonnable de dire qu'on filtre parce que on bloque complètement les réseaux sociaux et même pas tous les réseaux sociaux et en plus c'est tellement mal bloqué parce que tout le monde peut contourner. Donc je pense qu'il doit avoir peut-être un agenda caché, je ne sais pas, je ne vais pas spéculer là-dessus, mais c'est vraiment pas, c'est pas comme ça que j'aurais fait. Moi, si j'étais à prendre une décision sur ce là, c'est pas comme ça c'est pas un homme. En fait, est-ce qu'on empêche les Guinéens d'aller sur les réseaux sociaux? La réponse est non. Donc je vois pas en quoi ça règle un problème à part peut-être empêcher une certaine liberté d'expression, je pense. Oui, mais le problème, est-ce que, en tant que pays ou utilisateur, est-ce que ces restrictions, à quoi cela nous expose? Parce que l'essentiel des Guinéens aujourd'hui, des internautes, vont vers des programmes, j'ai envie de dire, gratuits, notamment des VPN. À quoi ça expose le grand public et est-ce que, quelles sont les conséquences potentiellement pour notre existence en tant qu'État guinéen dans le cyberespace? Dans le cyberespace, mais aussi économiquement, qu'est-ce qu'on perd? Non, je pense que il y a un problème de responsabilité qui se pose parce que, vous l'avez dit, ça expose vraiment, comme j'ai dit au début, l'utilisation des VPN incontrôlés, ça expose en fait les Guinéens à des cybercriminels. Et donc, qui est responsable? J'ai déjà eu le débat avec un des représentants du gouvernement qui me disait que chacun est responsable. Chacun est responsable de télécharger ou de ne pas télécharger un VPN. Mais moi, je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. Parce que là, il y a délibérément, on laisse les gens aller vers des solutions qui ne sont pas adaptées. Et donc, c'est comme si les autorités mettaient en danger la population. Moi, je le vois comme ça. Si on veut pas que... Pour moi, il n'y a pas de dire vous êtes libre de télécharger un VPN ou pas. D'accord. Si vous savez que c'est pas bon pour la population, on ne le fait pas. Mais l'autre pan, docteur Barry, l'autre pan de ma question, c'est est-ce que l'État lui-même se met en danger dans le cyberespace? Mais bien sûr, parce qu'eux-mêmes, ils utilisent des VPN. C'est ça ce qu'il faut comprendre, en fait. Eux-mêmes, ils utilisent des VPN. Et eux, bon, après, je ne vais pas taper là où... mais eux, en fait, moi, je vais vous dire la vérité, ils sont déjà dans le cyberespace, ils sont déjà pas protégés, l'État. Hein, je vous le dis carrément, en toute franchise. Et c'est pas par plaisir que je le dis, mais c'est vraiment pour alerter. Donc, ils sont déjà pas protégés. Et je pense qu'il faut cette collaboration publique-privée pour les aider on ne peut pas rester dans les vieilles écoles. Il faut se remettre en question. Donc oui, le VPN, c'est ce qu'ils utilisent parce qu'ils ont bloqué les réseaux sociaux. Donc on passe par le même canal. Hein, tout le pays passe par le même canal. Donc eux-mêmes ils utilisent ça et ils sont exposés. Mais eux, ils sont exposés même au-delà de ça. C'est ça que je voulais dire. Ils sont exposés au-delà de l'utilisation du VPN. L'autre question, docteur, c'est les pertes du point de vue économique. Qu'est-ce qu'on perd économiquement? Est-ce que c'est possible d'évaluer les pertes enregistrées à cause de ces restrictions-là? Alors,
je pense que c'est difficile de l'évaluer. Tout à l'heure, j'ai parlé de 5 milliards de dollars, le coût de la cybercriminalité en Afrique. Ça, c'est des entreprises qui ont fait cette estimation, qui regardent, OK, chaque entreprise qui a été victime de cyberattaque, quel a été votre manque à gagner? Est-ce que vous avez été en arrêt pendant une semaine? Combien vous faites en chiffres pendant une semaine? Donc en Guinée, ce serait intéressant de faire ce genre, parce que je sais que moi j'ai beaucoup de collaborateurs en Guinée qui sont fortement impactés par ces restrictions-là, qui n'arrivent pas vraiment à faire leur business correctement. Donc ce serait intéressant peut-être de faire un sondage ou de faire des études sur le terrain pour savoir à quel point ça impacte. Mais il n'y a pas de doute que ça impacte clairement. Bien. Et c'est en ça qu'on ne comprend pas, en fait. Il y a un problème de responsabilité. Je m'aventure un peu dans un domaine comparatif. Quelle est la différence entre le modèle de restriction à l'accès à l'Internet chinois et notre modèle guinéen? Est-ce que c'est parce que les Chinois ont peut-être des satellites et eux peuvent contrôler leur espace cyber comparativement à la nôtre, qui sommes hébergés chez d'autres, à l'étranger? Alors, déjà, la restriction en Chine, elle est très claire. Je vous explique pourquoi c'est interdit. Et moi, je pense que c'est déjà une grosse différence. On explique clairement, OK, ceci, là, parce que moi, en Guinée, j'étais là-bas en décembre, personne ne m'a vraiment, j'ai pas entendu quelqu'un dire, oui, les réseaux sociaux sont réellement bloqués pour une raison réaliste. Donc, en Chine, oui, ils ont ce qu'ils appellent le mur le firewall, le gros firewall de la Chine. Ils ont les moyens d'interdire. Ils ont les moyens de leur politique. En Guinée, on veut imiter ça, mais c'est mal fait. C'est mal fait. Alors en Chine, c'est plus pour des raisons de contrôler la population, parce que les VPN, ce qu'il faut comprendre en Chine, c'est qu'il y a beaucoup de VPN qui sont utilisés en Chine, mais souvent, le gouvernement chinois a des collaborations avec ces VPN-là qui permet à n'importe qui utilise le VPN d'exposer ses données au gouvernement. Donc c'est comme si tu contournais pas. Tu essaies de contourner, mais en fait dans ce cas, Dr Barry, ce que vous nous dites, c'est très intéressant. C'est une discussion qu'on a même entre journalistes là-dessus. Ce que vous nous apprenez, c'est que même dans le contexte guinéen, il n'est pas interdit que le concepteur d'un VPN qui est utilisé à profusion, par exemple à Conakry, gratuitement, que celui-là revende des données personnelles ou les transfère au gouvernement guinéen. Ce n'est pas exclu. Absolument. C'est ce qui se fait dans certains pays. Dans certains pays où c'est interdit, c'est ce qu'ils font. Et clairement, le risque, il est là, on le sait. Donc, il se peut que un des fournisseurs de VPN en ce moment en Guinée, parce que je pense qu'ils savent qu'en Guinée, il y a un problème en ce moment. Il y a même des VPN gratuits qui sont devenus payants en Guinée. Donc, ils savent qu'il y a un usage. Donc, il n'est pas impossible que l'État guinéen ait signé des collaborations avec ces entreprises-là pour que tout ce qui vient de la Guinée leur soit copié automatiquement. Donc, ça, c'est pas du tout impossible. Est-ce que c'est légal? Voilà, justement. Est-ce que c'est légal? Alors, est-ce que c'est légal? Je pense que un pays, ça dépend des droits, et un pays, on peut toujours, l'État guinéen peut toujours demander à Facebook, par exemple, dans le cadre d'une investigation, de leur donner le compte de quelqu'un, de donner le contenu de quelqu'un. Facebook, les grands géants de l'Internet, ils obéissent en fait à la loi locale. En fait. Donc ça dépend de ce qui est inscrit dans nos textes de loi. Si la Guinée dit, OK, si vous utilisez votre service en Guinée, il va falloir que vous nous donniez accès à ça. Soit vous respectez, soit vous ne venez pas en Guinée. Donc je pense que ça peut être considéré comme légal dans le sens où si c'est demandé par les Pakistanais, ça peut se faire. Bien. Sauf que Dr Tierno, il y a une insuffisance. On le sait très bien que dans d'autres pays qui opèrent ce modèle type de restriction ou d'accès à Internet, lorsque vous allez dans ces pays, vous avez envie de vous connecter à Internet, que ce soit par VPN ou par un autre canal, vous avez obligation d'inscription. Vous avez obligation de donner votre identité. Parfois même, on vous demande les numéros de votre pièce d'identité, etc. C'est-à-dire que vos données personnelles, vos informations identiques sont recueillies. Ça aussi, ça rentre dans le cadre de la sécurité. Mais sauf qu'ici, ça ne se passe pas comme ça.
Alors, je n'ai pas entendu le début de la question. Est-ce que le fait de collecter les données lorsque quelqu'un se connecte sur Internet fait partie de la sécurité? Est-ce que c'est ça la question? Oui, exactement. Oui, entre autres. Le fait de recueillir les données de quelqu'un, un étranger peut venir ici, acheter un VPN, se connecter et faire ce qu'il veut sans qu'on ne sache qui c'est. Ouais, alors, l'État a la possibilité, parce qu'en France, par exemple, on a malheureusement perdu Dr Thierno Barry, hacker éthique que nous avions du côté de l'Angleterre, bien évidemment, qu'on va essayer peut-être de rappeler une prochaine fois, pourquoi pas, peut-être lors d'un de ces séjours. Il pourrait bien intervenir ici. On l'a écouté, hein, Roby Sarah Koulemon. C'est vraiment une mine de connaissances dans le domaine informatique. On a appris beaucoup avec lui. Les grandes gueules. Sur le fait qu'il nous enseigne sur la situation cyber-éthique normalement en Guinée. On se rend compte que notre pays est moins protégé. Et ça, c'est pour le grand public. Beaucoup de gens le savent et même les entreprises le savent bien évidemment. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que l'État a besoin de ces ressources pareilles. Je pense que des Guinéens, une société guinéenne performante dans le domaine de la cybersécurité nous est plus bénéfique que travailler avec des Israéliens, des Ghanéens, etc., qui, à un moment donné, on ne sait jamais, sont en double stockage de nos données. Ils peuvent avoir un stockage ici, tout comme ils peuvent les transférer à d'autres pays. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, même entre les États, aujourd'hui, le partage des informations, ça joue un peu dans la géopolitique. On a récemment assisté au fait que les États-Unis avaient hacké le téléphone de Angela Merkel avant d'aller aux négociations au FMI, etc. Donc ça existe, ça, ces données-là, à caractère personnel, sont des données extrêmement à protéger parce que parfois ça participe dans de grandes négociations internationales et ça participe même dans les échanges d'informations stratégiques entre les États qui sont belligérants. Donc je pense qu'aujourd'hui il est important que un monsieur comme monsieur Thierno Barry, qui a son entreprise ici et qui excelle dans son domaine, soit véritablement côtoyé par l'État pour que notre cybersécurité nationale soit créée et que ce soit un modèle local plus performant. Maintenant, quand il s'agit de l'utilisation du VPN à outrance, il vient démontrer encore une fois que la restriction d'Internet ne résout pas fondamentalement le problème. Ne résout aucun problème. Ça complique davantage le problème. Voilà, ça ne résout pas fondamentalement le problème. Il faut du travail en amont. Si nous voulons faire le modèle chinois ou le modèle malaisien, ou etc., il faut s'offrir les moyens. Il faut un travail en amont. Il faut lancer son propre satellite. Et dire bye bye aux droits de l'homme. Voilà. Non, c'est pas forcément bye bye aux droits de l'homme, Madame Hiro. En Chine, c'est très bien organisé. En Malaisie aussi, c'est très très bien organisé. Les Chinois ne s'en plaignent pas du tout parce que lorsque vous rentrez en Chine, le débit il est le même. À la seule différence que lorsque vous êtes étranger et que vous y entrez, il faut vous identifier avant d'avoir accès à Internet. Ça permet à l'État chinois de savoir qui est rentré ou pas, qui fait quoi ou pas. Nous sommes certains pays, un petit pays pas encore intéressant dans le domaine géostratégique ou dans le domaine des guerres technologiques, mais lorsque nous ambitionnons y arriver là, il faut se donner les moyens et c'est le moment. Et c'est des Guinéens comme ça, des compétences comme ça, qu'il faut déjà rapatrier pour créer un modèle guinéen. Pourquoi pas créer des VPN nationaux plus sécurisés, à mon avis. Bien. Voilà. Et je pense que cela peut le faire. Je pense que la sortie du docteur Barry aujourd'hui, encore une fois, vient rappeler un fait. Il faut qu'aujourd'hui le ministère de la télécommunication puisse nous ouvrir un véritable forum du numérique en Guinée pour discuter de ces enjeux-là. Pas comme les forums qu'on voit là. Non, pas du tout, pas du tout, parce que le but serait... Les forums showroom. Comme ça, le but serait à la fin qu'on puisse sortir une politique nationale en lien avec la cybersécurité en Guinée. Je pense que ça, c'est des choses aujourd'hui qui doivent interpeller l'État guinéen. Et au-delà de ça, aujourd'hui, ils ont mis en place une agence qui s'occupe de la sécurisation du système de l'information en Guinée. Comme on le dit, est-ce que ces gens-là, cette agence-là est dotée des ressources adéquates pour pouvoir être à la hauteur des ambitions aujourd'hui de l'État? Ça, c'est une grosse interrogation. Et au-delà de ça, il ne faut pas se fermer. Il faut donner la possibilité à des gens comme Dr Barry. Et il y en a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui sont en train d'œuvrer un peu partout dans le monde entier, qu'on peut faire appel pour qu'ils puissent venir prêter main forte à l'État, même pour pouvoir mieux encadrer justement ces différents réseaux sociaux-là. Encore une fois, ce n'est pas un problème de chercher
chercher à encadrer l'usage des réseaux sociaux en Guinée. D'ailleurs, la Guinée ne sera pas le premier pays dans lequel on le fait, mais il faut savoir le faire. Il faut le faire en respectant les règles, il faut le faire avec beaucoup de pédagogie, mais il faut le faire également en n'ayant pas des intentions cachées derrière, en ayant l'idée ou l'envie de pouvoir museler ou de pouvoir enfreindre les droits des libertés d'expression. Donc encore une fois, aujourd'hui, il faut interpeller les gens à ça et il faut même encourager. Par exemple, Madame Yoro, aujourd'hui, il faut permettre à des jeunes, si par exemple, aux États-Unis, on interdit l'usage de TikTok dans certains États, c'est parce que on se dit que les concepteurs derrière profitent de ça pour récupérer des données. Des images, des images et vidéos pudiques. Exactement. Donc public. Donc aujourd'hui, en Guinée aussi, on peut permettre à ce qu'on développe ces réseaux sociaux au niveau local pour permettre justement à ce qu'on puisse avoir un contrôle total de ça. L'État peut avoir des collaborations avec ces réseaux, notamment Facebook, notamment TikTok et entre autres. Mais si cela n'est pas bien encadré, on s'expose énormément et je pense qu'il faut revoir la manière de faire et c'est ce qu'on attend de notre État. Je vais rapidement brancher ma prise sur ce que Cap était en train de dire, juste pour allonger un peu et dire, Madame Hiro, les gens s'étonnent parfois comment les courriers parfois secrets de l'État se retrouvent sur la place publique. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ils sont en train de travailler essentiellement sur l'informatisation de l'échange des courriers entre les ministères et les directions. Donc, qui me dit que c'est pas facile de rentrer dans le compte Gmail du ministère de l'Enseignement, par exemple, c'est un exemple que je prends, pour là tirer le courrier et après balancer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un pays où les courriers se retrouvent à foison. Même le vendeur de cacahuètes au marché aujourd'hui a le courrier secret du ministre qu'il a envoyé à tel autre ministre et puis ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Ce sont des petites pratiques comme ça qui fait que les systèmes mailing du ministère de direction ne sont pas assez sécurisés. Je reste à la maison tranquille, je hack le mail, je prends le courrier que je veux et je balance.